Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il sera question aujourd'hui du dernier plugin développé par CableGuys, à savoir le Filter Shaper XL. C'est un plugin d'effet, une nouvelle version améliorée du Filter Shaper 3, proposant donc des filtres de meilleure qualité qui sonnent un peu plus analogiques, couplé à un suréchantillonnage x4 qui garantit une meilleure qualité audio et des options de modulation plus puissantes avec 2 LFO et une enveloppe follower par paramètre. Il semblerait qu'on soit sur du zéro latence, permettant ainsi également de proposer donc des filtrations super fluides, même si elles sont très rapides. Alors cet effet de filtration peut s'utiliser aussi bien sur une piste instrument que sur une piste groupe, donc des bus ou des auxiliaires, ou sur les pistes retour pour Ableton Live, ou bien sur une piste tout simplement, une piste master. Donc on va commencer par glisser le plugin sur ma piste lead, par exemple, et je vais désactiver en fait le plugin, c'est-à-dire le mettre en bypass grâce au bouton on-off qui est situé en dessous du nom du paramètre. Et on va écouter notre projet qui est axé sur une petite boucle audio qui vaut ce qu'elle vaut, qui comprend donc un groupe de drums, une basse, un synthé lead et un autre synthé tout simple. On écoute. Donc on met notre piste lead en solo et on active le Filter Shaper XL. Donc dans le navigateur, on peut choisir des presets classés par style d'effet, rythmique, avec des mouvements de montée, de descente, des effets de pompe, avec donc la sélection caractère, on pourra ajouter des harmoniques, du crunch. Avec l'expérimental, on va ajouter des sonorités supplémentaires au signal audio existant. Et on a tout simplement après les effets basiques avec des effets de filtre, d'enveloppe, de cut-off, de panning, de sidechain, de trémolo, des effets analogiques. On va tester tout ça. Donc on revient sur le preset init, initialisé, qui est donc le preset par défaut, et qui va nous servir de base de travail. On a donc un double filtre, donc le filter 1 et le filter 2, contenant pour chacun en fait une vingtaine de presets, en passant par le low pass, le high pass, le band pass, le notch et le pic. On va se concentrer uniquement sur le premier filtre pour commencer.
Donc si vous ne savez pas à quoi ressemble la courbe de filtre que vous avez sélectionnée, vous avez un petit schéma en fait qui représente la forme des courbes juste à droite de ces sections. On retrouvera facilement la chaleur analogique avec les presets warm, qui veut dire chaud. Ou au contraire, plus grinçante avec les presets clean. On teste. On restera en fait sur le preset Clean Notch pour notre exemple. On active le second filtre avec le preset Warm Low Pass par exemple, avec une pente à 12 dB par octave. Les deux filtres peuvent être utilisés en série ou en parallèle. En série, c'est le filtre numéro 1 qui alimentera en fait le second, alors que en mode parallèle, les deux filtres seront mélangés. On fait une écoute comparative entre les deux. On constate bien que le mode série est plus sourd avec le signal audio qui entre dans le premier filtre, clean, puis qui est filtré par le second filtre warm, alors qu'en mode parallèle, les deux filtres sont mélangés. On a une section centrale qui permet de contrôler les paramètres globaux, donc le routing en série ou en parallèle comme on vient de le voir. On a le pan pour positionner l'effet à gauche ou à droite. On double-clique pour remettre le paramètre sur sa position par défaut. On a le volume global. Et le bouton mix qui va doser la quantité d'effets ajoutés au signal d'origine. C'est un dry wet en quelque sorte. Si le mix est à 0, et ben on est en dry, c'est-à-dire on a un signal 100% sec, c'est-à-dire sans effet. Et si on est à 100%, on est en wet, c'est-à-dire que le signal audio est traité à 100% par l'effet. Ensuite, on a 5 paramètres, donc à gauche et à droite, qui sont identiques pour chaque filtre. On a donc le cutoff, pour couper la fréquence à un point de coupure déterminé en Hertz. On peut contrôler la résonance, c'est-à-dire la fréquence qui est accentuée juste après la fréquence de coupure du cutoff. Comme sur certains filtres hardware, on peut faire auto-osciller le filtre, c'est-à-dire qu'on va désactiver le bouclier de résonance qui permet au rotatif d'aller plus loin et donc de faire auto-osciller le filtre. On tournera le rotatif cutoff pour trouver en fait la hauteur du son qui nous convient. Et ce, même si notre projet audio n'est pas enclenché, même quand il est éteint, on entend l'auto-oscillation. On a un rotatif pour contrôler le panoramique, gauche-droit du filtre pour chaque. On a un rotatif pour contrôler le volume du filtre pour chaque également.
Et enfin, un rotatif pour contrôler le drive, c'est-à-dire pour ajouter des harmoniques et saturer le signal audio avant le filtre, quand on est en pré, ou après, quand on est en post. On peut également ajouter du drive dans le circuit de feedback de la résonance avec le fader Résonance Drive de 0 à 100%, qui est accessible, ceci dit, uniquement avec les presets Warm. On peut rendre le son encore plus agressif avec le commutateur hard, c'est-à-dire qu'on va faire du hard clipping sur la résonance. Si ce terme ne vous parle pas, j'ai fait un tuto sur le sujet que vous pourrez consulter en haut à droite de cette vidéo. Jusqu'à présent, donc, on n'a fait que tourner des potards et appuyer sur des boutons. Mais ce qui va commencer à devenir intéressant, c'est qu'on va pouvoir moduler un grand nombre de paramètres afin de rendre le son plus dynamique, plus vivant. Alors, seuls deux rotatifs ne sont pas modulables, le rotatif drive des deux filtres et le bouton mix global. Observez que lorsqu'on sélectionne un des autres paramètres, une ligne blanche en fait affichera la section qui est nommée en bleu et la fenêtre des modulateurs qui lui correspond, juste en dessous. Il faut savoir que chaque paramètre a deux LFO et une enveloppe follower à sa disposition pour moduler. Encore une fois, si vous ne savez pas ce qu'est une enveloppe ni un LFO, j'ai fait deux vidéos sur le sujet en haut à droite de cette vidéo. En gros, les modulateurs servent à moduler, c'est-à-dire à faire bouger le paramètre automatiquement, à la place du geste que vous feriez avec votre main. Et pour faire ça, on utilise des courbes sur unité de temps. Quand la courbe est à son point le plus haut, on sera au réglage maximum de la valeur du paramètre, et inversement. Dans notre cas, la lecture de cette courbe peut se faire de deux façons, avec un LFO qui correspond à une courbe qui est lue cycliquement, donc en boucle, ou avec une enveloppe follower, où la courbe est créée par l'analyse du signal audio entrant dans l'enveloppe. Prenons un exemple de modulation sur le cutoff. Je sélectionne le cutoff et je bouge le rotatif manuellement avec la souris. On entend l'effet de coupure du filtre. Je veux éviter de faire ce geste en fait avec la souris, et donc je vais utiliser un LFO qui va le faire à ma place. Observez que j'ai ma sélection cutoff sélectionnée en bleu et mon LFO 1 en bleu également. Je clique sur la courbe déjà prête à l'emploi, une petite sinusoïdale. Observez que le LFO tourne en boucle, tout seul, sans même que la lecture du projet soit engagée. On a une zone blanche qui défile sur la courbe bleue. Le LFO est caractérisé par deux facteurs, un amount, c'est-à-dire le dosage, l'amplitude de la modulation, et sa vitesse avec le speed. Si je monte le mount au maximum, observez que le cutoff affichera une courbe grise qui bouge sur le rotatif. Et elle ne va pas jusqu'au bout du paramètre. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le point le plus haut de la courbe de la sinusoïdale n'est pas jusqu'en haut du graphique. Si par exemple je choisis une sinusoïdale plus grande en hauteur, observez que l'amplitude de la modulation ira jusqu'au bout du paramètre. Je peux dessiner d'autres points sur ma courbe et ainsi moduler mon paramètre de cutoff de façon plus dynamique, plus irrégulière aussi. C'est le même procédé utilisé dans la Shaper Box de Cable Guys si vous êtes déjà utilisateur. Je mets le lien en haut à droite de cette vidéo si jamais vous n'avez pas découvert ce fabuleux plugin. Sur la gauche, on peut faire une sélection de points, tout déplacer, les resserrer,
les étendre en largeur comme en hauteur. On peut activer l'aimant pour déplacer les points sur la grille de quantification. Ça c'est intéressant quand on veut effectuer des modulations qui sont en rythme avec votre séquenceur, avec votre DAW. On peut dessiner des lignes, des arcs, des courbes, voire même afficher la zone en grand. Ou on peut choisir tout simplement une courbe déjà faite parmi les onglets basiques. Edge, donc avec des valeurs extrêmes, en haut et en bas. On a rythme 1 et 2 pour donner du mouvement en rythme avec votre séquenceur. Sweep pour créer des mouvements de montée ou de descente de filtre. Et Creative qui propose beaucoup d'irrégularités dans la forme des courbes. Le deuxième paramètre du LFO est le speed, c'est-à-dire la vitesse de lecture du cycle du LFO. Par défaut, il est sur une mesure, c'est-à-dire une barre. En cliquant dessus, on pourra sélectionner la vitesse, c'est-à-dire au triolet, triplette, en division rythmique par rapport à notre séquenceur, sur straight, en pointé, sur dot, en fréquence, exprimée en hertz. C'est là qu'on pourra bouger le rotatif speed. Si on est sur une valeur de 10 Hz, ça veut dire que le nombre de cycles du LFO sera de 10 par seconde. Et en mode pitch, c'est-à-dire que c'est la hauteur des notes MIDI qui seront jouées qui déterminera l'amplitude de la modulation. C'est l'occasion de cliquer sur la roue crantée à droite de MIDI pour afficher les options de déclenchement MIDI. Dans le MIDI port, on va sélectionner d'où proviennent les notes MIDI. Dans notre cas, ça sera depuis le DAW, depuis le séquenceur. On pourra sélectionner depuis quel canot MIDI, sur quelle octave et sur quelles notes seront prises en compte. L'icône poubelle permet de supprimer tous les points de la grille. Les flèches Undo, Redo permettent de revenir en arrière ou en avant dans nos manipulations. Le D permet de faire un tirage aléatoire de la position de nos points dans la courbe. En appuyant sur Shift, on verrouillera la position horizontale des points, mais ils seront aléatoires verticalement quand on clique sur le D. Le x2 permet de dupliquer la courbe par 2 sur une même unité de temps. Faire encore un x2 dupliquera de nouveau la courbe, et ce jusqu'à ce qu'il soit plus possible de le faire quand on aura trop de points dans la grille. Les flèches gauche-droite permettent de déplacer la courbe et ses points de gauche à droite et inversement. Les 3 points permettent d'afficher un menu déroulant pour sélectionner tous les points, pour recaler tous les points sur la grille, pour renverser les points horizontalement ou verticalement, pour copier la courbe afin de la coller autre part, pour afficher la grille au triolet et par défaut, ou pour afficher les paramètres de visualisation de l'oscilloscope, donc du signal audio entrant, donc pendant la lecture, donc soit en stéréo sur 2 pistes, en combiné en une seule,
en magnitude avec un axe uniquement vertical, ou en automatique la position par défaut. Et enfin, le smooth permet de lisser, c'est-à-dire d'arrondir la courbe afin d'éviter de générer des clics ou des pops, des glitches, en gros des craquements dans le son que l'on constate généralement sur des valeurs extrêmes dans les courbes hautes ou basses quand on fait de la modulation. Et donc du coup, ce réglage se fait de 0 à 100%. Donc à 100%, on sera complètement lisse. On évitera ces craquements. Quand je fais lecture, on peut observer qu'on a une seconde courbe de modulation en dessous de celle en cours. Elle est pour le moment horizontale, mais l'idée astucieuse de Cable Guys, c'est de donner la possibilité d'utiliser une seconde courbe pour moduler le même paramètre, qui viendra s'additionner à la précédente. Prenons un exemple. Je mets mon rotatif cutoff au minimum. Je reviens sur mon LFO 1, et je prends une onde sinusoïdale maxi format dans la section basique. Je fais défiler le cycle sur une mesure, une barre. Je fais lecture, et on voit que le rotatif cutoff est modulé sur toute son amplitude de façon progressive, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, je vais sur le LFO 2 et sélectionner dans la section sweeps une autre courbe, la dernière qui est un peu bizarroïde en zigzag. J'ajuste son amount à 70%. Je précise qu'on a un amount et un speed différent pour chaque LFO. Je reviens sur mon LFO 1, et là, on observe que la forme de la courbe du LFO 2 suit la courbe du LFO 1. L'intérêt est que lors de la lecture, la modulation du paramètre cutoff sera toujours sur la même amplitude, mais elle ne se fera plus progressivement. Il y aura des à-coups à cause de la seconde courbe qui vient apporter des interférences, en quelque sorte, des irrégularités dans l'écoute. On a un espèce de petit effet wah-wah. Et c'est pas tout. On peut même moduler le modulateur. Oui, oui. Pour chaque LFO, on pourra sélectionner un amount et une vitesse indépendante qui pourra lui-même être modulé. Sur la gauche de ces paramètres, on a une roue crantée qui donne accès, en cliquant dessus, à une fenêtre supérieure de modulation, dans laquelle on pourra dessiner la courbe de modulation qui modulera le mount ou le speed. On peut même faire un copier de la courbe initiale pour la coller dans la courbe supérieure et ainsi apporter quelques nuances, comme ajouter des points dans la courbe. Remarquez qu'on a exactement les mêmes fonctionnalités en termes d'édition que la fenêtre du dessous. Observez maintenant le rotatif amount qui est modulé par la courbe du dessus. Ça apporte encore une modulation supplémentaire dans le comportement de notre son. Ensuite, nous avons une seconde source de modulation qui est l'enveloppe follower qui va permettre d'apporter un filtrage dynamique par rapport au signal audio entrant. On va prendre un exemple sur notre piste hats et claps qu'on va mettre en solo. On va essayer d'apporter un effet de filtre dynamique sur notre cutoff. J'allume l'enveloppe et je clique sur la flèche juste à gauche pour afficher les paramètres de l'enveloppe follower. En faisant lecture, on observe que les transients, c'est-à-dire les impacts des instruments rythmiques sur le signal audio, vont créer une courbe de modulation qui va suivre en fait les variations de hauteur du signal audio. C'est avec ça qu'on va moduler notre paramètre cutoff. Le seuil, c'est-à-dire le threshold, permet de déterminer à partir de quel niveau de dB l'enveloppe se déclenchera. À 100%, le signal audio ne sera pas capté par l'enveloppe. Si je descends un peu, je vais capter du signal audio et ainsi activer la courbe de modulation et donc de moduler mon paramètre cutoff. Le mount permettra de doser l'amplitude de la modulation, ce qu'on va voir directement en fait sur le rotatif cutoff.
Cette amount peut être inversé, c'est-à-dire qu'il tournera dans l'autre sens. On écoute. On peut délimiter la plage de fréquence audio qui sera utilisée pour créer notre enveloppe. On ajustera ensuite les paramètres habituels d'attaque, de maintien, hold, et de relâchement, le release, que vous devez commencer à connaître maintenant. On peut activer le A pour rendre le relâchement adaptatif, c'est-à-dire qu'il s'adaptera en fonction du signal audio entrant. Et le paramètre depth permet de multiplier les valeurs de la courbe par 2, par 4 ou par 8 si jamais votre signal audio est trop faible pour créer des courbes hautes. On peut utiliser la fonction de sidechain pour utiliser le signal audio d'une autre piste de votre projet qui jouera sur la courbe de votre paramètre. Exemple, je vais moduler le cutoff de ma piste de basse avec l'enveloppe follower qui sera en sidechain, c'est-à-dire qui va récupérer le signal audio de ma piste kick. L'idée en gros est que je veux qu'à chaque fois que le kick va taper, que l'amplitude du cutoff de la basse bouge. Je mets le plugin sur ma piste de basse. Je mets mes deux pistes en solo pour mieux se concentrer. J'active le sidechain de l'enveloppe follower de ma piste de basse. Je vais chercher la piste kick dans le menu déroulant de mon device qui va servir de source du signal audio pour moduler ma basse. J'active le petit casque pour écouter si c'est bien ma piste kick qui est utilisée comme source de modulation. Si je descends un peu, je vais capter du signal audio et ainsi activer la courbe de modulation et donc de moduler mon paramètre cutoff. Je reclique sur le casque. J'ajuste le seuil pour que le signal audio soit pris en compte. Si je suis au-dessus, rien ne se passera. Je vais jouer avec le mount de l'enveloppe follower pour plus ou moins doser l'intensité de la modulation sur le paramètre de cutoff. Remarquez qu'avec un no-mount négatif, je crée un effet de pompe. L'effet classique de sidechain, de ducking, qui consiste à mettre en retrait la basse lorsque le kick tape. C'est un effet qui est devenu plus créatif maintenant, alors qu'à la base, en fait, il était utilisé pour faire de la place dans le mix, mais ceci est un autre débat. Maintenant que la modulation n'est plus un secret pour vous, on peut aller faire un tour sur notre piste lead et activer le mode parallèle, qui nous permettra en fait de moduler le pan de chaque filtre 1 et 2, pour faire un effet, par exemple, de balayage gauche-droit. On teste. On va ajouter du drive. On va changer éventuellement le preset du filtre 2. On peut ajouter un filtre shaper sur la piste master aussi pour créer un effet DQ old school par exemple, très connu des DJ. Allez, on va faire Mumuse. Donc je vais chercher le preset dans le groupe caractère et thin, qui veut dire effet les resserrés et minces, et le preset EQ old school 1.
Pendant la lecture, je peux créer cet effet de filtre global avec le rotatif central mix. Je peux même faire une automation directement dans Modo si je veux. Donc en conclusion, je trouve que ça marche super bien. Si vous êtes habitué des plugins proposés par Cable Guys, vous n'allez pas être trop perdu, surtout pour les utilisateurs de la Shaperbox. Actuellement, j'utilise une version bêta test, donc je ne peux pas vous communiquer le prix car je n'ai pas encore l'information pour le moment, ni le jour de la date de sortie officielle, à la différence de vous qui regardez la vidéo actuellement. Donc ce qui est sûr, c'est que le plugin fonctionne sur PC et sur Mac au format VST3 et Audio Unit, qui n'est pas encore stable à ce jour. Donc si vous possédez la version précédente, par contre le filter Shaper 3, la mise à jour du Shaper XL sera gratuite. Après, on peut se poser la question de savoir si vous avez la Shaperbox qui contient aussi un module de filtre. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans le filter Shaper XL ? Les capacités en termes de modulation de filtre sont vraiment très précises et impressionnantes dans le filter Shaper XL. Donc c'est un plugin conçu pour ça. Il se détache à mon sens des capacités plus généralistes de la Shaperbox. J'aurais tendance à dire essayez-le et vous verrez si vous souhaitez l'adopter. Il y a des promos en plus en ce moment donc chez les gars du câble. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les amis. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens. Et je vous dis ciao. N'oubliez pas le petit like et le petit abonnement si ce n'est pas encore fait. Salut!